ça va bientôt faire plus de 2 ans et demi qu'on organise des conférences autour de la FinTech, la SurTech et la blockchain. Notre objectif, c'est de se faire rencontrer les start-upers justement avec l'écosystème FinTech Startup. Donc l'objectif des conférences, c'est à la fois de vous présenter des startups de l'écosystème, mais que vous puissiez échanger à la fin de chacune des présentations. Donc c'est déjà notre 13e meet-up. Vous avez le nom des intervenants Twitter, comme ça vous pourrez justement les taguer ou les retweeter. Vous avez aussi le hashtag de la soirée qui est hashtag FinTech Startup avec un S pour les addicts de Twitter. Et donc voilà, on vous a remis à l'entrée une pastille de couleurs. L'objectif, c'est pendant la partie networking, pouvoir identifier les gens et être identifiés. Ceux qui n'ont pas pris de pastille, vous inquiétez pas, il y en a qui sont sur la table à la sortie. Donc on a un programme assez j'ai envie de dire, assez beau. On a 4 belles startups aujourd'hui qui sont venues de très loin. Et on va commencer avec New Money Hub, donc, qui est venu depuis le Luxembourg pour venir pitcher pour la première fois en France. Donc je vous invite à l'accueillir chaleureusement avec moi, d'accueillir Alexander Campar. Merci. Merci, bonsoir. Donc, je vais toujours parler ce soir de New Money Hub. Les slides sont en anglais. Je vais aussi passer rapidement sur certains slides parce que c'est un peu long. Alors, en gros, quelle est notre vision? Notre vision, c'est un monde dans lequel il y a plus que monnaie, une variété de monnaies où les gens pourront choisir, dans une certaine mesure, le type de monnaie qu'ils souhaitent utiliser. Notre projet, c'est de créer une plateforme qui permette de faire cela. Alors pourquoi maintenant? Bon, je travaille dans le domaine un peu du système monétaire depuis assez longtemps. Nous vivons dans un monde où tout le monde utilise une seule monnaie. Entre-temps, on a bien vu en 2008 que lorsque tout repose sur une seule monnaie, ce n'est pas toujours très stable, il y a des risques. Bitcoin est passé par là. Bitcoin nous a montré qu'il y a des alternatives. Et deuxième chose, avec Bitcoin, on a maintenant la technologie blockchain qui se prête en fait très très bien à certaines applications dans le domaine financier. Alors, pour comprendre le projet, je vais vous présenter un peu notre vision de ce qu'est la monnaie. Je cite simplement ici rapidement Alfred Mitchell Innes qui a écrit Credit and credit alone is money. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, la monnaie, c'est une dette, une promesse qui a été transformée d'une certaine manière pour qu'elle puisse circuler et qui est acceptable, fongible et acceptable dans une société humaine, dans un groupe, dans une région, etc. Alors, c'est important de voir qu'on ne peut pas posséder la monnaie parce que c'est un contrat. La monnaie, c'est toujours orienté vers le futur, c'est une promesse. Lorsque quelqu'un emprunte, c'est pour rembourser. La monnaie aussi, lorsque la monnaie est émise, c'est dans un but ultime d'être détruite un jour. D'accord? Alors, comment est-ce que la monnaie apparaît? L'émission de la monnaie. Bon. Je vais juste noter rapidement que la monnaie aujourd'hui est créée par les banques, à 99%. Ça, c'est notre système monétaire actuel. Il n'y a pas d'autres moyens, sauf des Air Miles, des choses comme ça, mais en gros, la monnaie, aujourd'hui, c'est les banques. Dans le passé, pendant longtemps, il y avait beaucoup d'émetteurs de monnaie. Il y avait des institutions, des sociétés, des artisans qui émettaient leurs petits tokens et qui circulaient dans une petite ville, dans une région. Donc, la monnaie avant, c'était plus riche qu'aujourd'hui. Alors, avant de continuer, je comprends le trading, parce qu'on a parlé de risque d'avoir une seule monnaie. C'est quoi la valeur de la monnaie? La monnaie est mise sur base du secteur privé
eh bien, c'est la promesse de travail futur. La monnaie émise sur base de la dette publique, c'est la promesse d'une taxation future. Mitchell Innes a écrit il y a un siècle, « The more government money there is, the poorer we are ». Plus il y a de monnaie qui vient du gouvernement, plus nous sommes pauvres, parce que ce sont des impôts futurs qui arrivent. Ah oui, je vais noter rapidement, parce que le temps passe, que aujourd'hui nous sommes habitués au fait que la monnaie du gouvernement, c'est d'un côté c'est la seule, mais c'est la plus forte. La monnaie de la Banque centrale, c'est la plus forte. Il n'y a pas plus sûr que ça. Eh bien, historiquement, ce n'est pas toujours le cas. Là encore, je cite à nouveau Mitchell Innes, qui écrivait qu'en France, d'abord, dans l'Ancien Régime, un peu un certain nombre de siècles, il y avait beaucoup de types de monnaie, même des types de livres qui circulaient, et que sur la place de Paris, il y avait la monnaie forte et la monnaie faible. La monnaie faible étant celle du gouvernement, parce que l'on sait bien que le gouvernement, le roi a tendance à s'endetter un peu beaucoup. Voilà. Alors, imaginons un système dans lequel beaucoup de types de monnaie circulent, de types de crédits, et où les participants ont une liberté totale d'accepter ou non certains crédits, de se donner crédit. Ça, c'est le but du projet. Alors, je vais vous parler des systèmes d'échange de crédits locaux pour deux raisons. La première, c'est comme ça que se faisaient les transactions locales en France, en Angleterre, en Europe, dans les villages, dans les villes. Presque tout se faisait par crédit. Il y avait très peu de vraie monnaie. Il y avait pas, la monnaie du roi circulait, mais un tout petit peu. Les gens s'échangeaient les crédits, et puis à la fin, de temps en temps, il y avait le clearing. Il restait ce qui restait, parce que après tous ces échanges, il y avait des résidus, et c'est seulement ces résidus de débit de crédit qui étaient réglés éventuellement en monnaie du roi. Donc, avec très très peu de monnaie, on arrivait à avoir une économie qui était une économie circulaire. C'est un concept important. On n'a pas toujours besoin de monnaie du roi, de monnaie forte si vous voulez, pour faire de l'économie, pour faire des circuits économiques. Concept important, la conversion de crédit. Alors, notre plateforme, c'est un concept qui est fondamental dans notre plateforme. Je donne un exemple très facile. Les sociétés A et B se connaissent et se donnent crédit. Et puis les sociétés B et C se connaissent aussi et se donnent crédit. A et C ne se connaissent pas. Alors, bien sûr, A doit payer C. A peut payer avec de l'argent du roi, la monnaie forte, la monnaie de plus haut crédit de la banque. Mais B peut permettre à A d'utiliser son crédit pour payer C. Comme ça, il n'y a pas besoin d'aller utiliser l'argent de la banque, qui est de l'argent un peu plus cher que les autres, parce que c'est l'argent fort. D'accord ? C'est ça la conversion de crédit. A a converti son crédit en attachant le crédit B pour pouvoir payer C. D'accord ? Alors, dans ces situations, lorsqu'il y a conversion de crédit, il peut y avoir différents moyens de paiement. Je reviens à un cas où il y a une entreprise qui veut payer à l'autre, elle peut payer directement, elle peut aussi utiliser d'autres intermédiaires pour le paiement. Et notre système, l'idée c'est d'avoir un moyen de paiement optimal, de trouver le moyen le moins cher d'effectuer un paiement. C'est ce qu'on appelle le Optimal Payment Path. Alors, notre plateforme, l'idée c'est de pouvoir modéliser ça dans une plateforme tout à fait générique où les utilisateurs vont se donner crédit, vont définir sous quelles conditions ils vont accepter le crédit des autres, ils vont définir librement, ce sont les contrats, est-ce qu'ils vont laisser d'autres utiliser leur crédit pour faire des transactions ou non. Souvent ce seront des lignes de crédit réciproques. On pourra créer des nouvelles devises si nécessaire. On pourra avoir accès bien sûr aux monnaies existantes, à l'euro, au dollar, etc. bien sûr. Et surtout il y aura une librairie, le but c'est d'avoir des librairies prédéfinies, ce seront les smart contracts, vous avez peut-être entendu parler des smart contracts, pour dire, voilà, moi je veux créer une petite monnaie locale, et bien, ça y est, on a un contrat qui est là,
vous le configurez et vous y allez. Vous voulez avoir un système d'échange local, tout est prêt. Vous voulez avoir un système de crédit intra-société dans une région. Nous avons un contrat tout prêt, vous allez juste le configurer. Et par ailleurs, si ce n'est pas dans le système, on peut le développer. La technologie, bon, il n'y a rien de spécial à dire. Évidemment, la blockchain se prête très bien à ce type de projet. L'idée, c'est qu'en fait, les utilisateurs du système, dès qu'ils atteignent une certaine taille, deviennent, soient obligés à faire tourner le système, c'est-à-dire acheter un ordinateur et devenir un node. Comme ça, la blockchain est gérée par les utilisateurs du système. On pense qu'on va utiliser une blockchain publique aussi pour enregistrer par ailleurs les transactions. Mais le système lui-même sera sur une blockchain, je dirais, semi-privée. Voilà. Et évidemment, ce sera accessible par une interface web et le plus important, par une interface sur smartphone, ce qui est logique. Alors, les use cases, j'ai déjà mentionné les monnaies locales, des alternatives. En Grèce, il y avait un problème économique en Grèce, et tout à coup, les gens ont commencé à se faire des petits crédits débit avec des bouts de papier. Bon, il y a mieux. J'ai déjà mentionné les inter- et intra-company credits, alternatives au microcrédit, parce que si l'argent reste dans l'économie locale, on n'a pas besoin de crédit, il y a besoin d'émissions monétaires. Tout ce qui est de la partie unbanked, en fait, la cible principale, ce sont les pays en voie de développement. Et puis évidemment, comme c'est un système ouvert, on verra bien ce qui se passe, parce que les gens vont arriver et vont faire des choses intéressantes sur cette plateforme. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Maintenant, s'il y a des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui. On en est où du projet à l'heure actuelle? On est au stade de seed, c'est-à-dire, on est en train de faire un proof of concept, mais qui n'est pas encore sur blockchain. Donc, on est en train de parler avec des sociétés qui ont des projets dans ce domaine et qui en gros, me disent, bon, quand ça tournera, on serait intéressé de venir sur cette plateforme. Il faut du financement, en gros du financement, et puis des clients après. Mais surtout maintenant, financement, avant qu'on puisse... On peut avoir un proof of concept sans financement, mais après il faut du financement. D'autres questions? Oui. Vous prévu d'obtenir un agrément d'émission de données électroniques? C'est trop tôt d'en parler. C'est-à-dire, bien sûr, on en a parlé. Nous, pour l'instant, l'idée, c'est de créer la plateforme. C'est un projet soft. Après, est-ce que c'est nous qui allons être l'opérateur de la plateforme ou quelqu'un d'autre? C'est à voir. Une autre question ici. Bonsoir, alors c'est une question peut-être qui est un petit peu technique. On a parlé de smart contracts, on a parlé de blockchain publique avec une blockchain privée, on a parlé d'obliger les utilisateurs du réseau à être des nœuds. Alors j'essaie de résumer tout ça en une seule question, mais c'est en gros comment ça marche déjà. Alors ok, la blockchain publique et la blockchain semi-privée, j'ai pas très bien compris comment ça s'articulait en fait. Pourquoi il y avait deux blockchains et qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Aujourd'hui, cette approche, ça c'est pas le truc, c'est ici en fait. Ça n'a rien de spécial. Beaucoup de projets dans le domaine blockchain se font sur des blockchains privées, parce que une blockchain publique, surtout si vous prenez Ethereum, si vous avez un système complexe sur Ethereum, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, en plus c'est public. C'est-à-dire que tout le monde peut voir ce qui s'y passe. Ce n'est pas ce qu'on souhaite nécessairement. Donc beaucoup de projets aujourd'hui se font sur des blockchains privées ou semi-privées, mais on lie ça à la blockchain publique pour pouvoir dire, voilà, il y a une sorte d'audit, on peut auditer les transactions sans les voir, mais on peut les auditer sur une blockchain complètement publique.
Mais ça se fait, ce n'est pas nous qui avons inventé ce concept. Et quand j'ai dit que les utilisateurs vont être, quand il y a opérateur du système, bien sûr ce ne sont pas les utilisateurs individuels, ce sont ce que nous appelons les hubs, c'est-à-dire par exemple une monnaie locale se met sur le système, elle atteint un certain volume de transactions, et à partir d'un certain volume, on va lui dire, écoutez, là vous avez 5000 utilisateurs, là c'est le moment de devenir un node. Mais alors, pardon, je voulais passer un peu. Mais justement, c'est aussi ce que je comprends pas, c'est comment vous allez leur dire comme ça devenir un hub, et s'ils disent non, en fait. Ah bah, tout ça c'est basé sur les contrats. Dans tout ça, c'est pas juste une blockchain qui est un peu qui est dans l'espace. Il y a des contrats. C'est quelqu'un qui veut participer au système, il va signer des contrats, il va s'engager à devenir un node dès qu'il atteint un certain volume de transactions. Ok, merci à tous. Il y a beaucoup de questions. N'hésitez pas tout à l'heure autour du stand à aller le voir pour approfondir avec lui. On l'applaudit bien fort. Merci. Le PDF se trouvera sur notre site web. Il y a des choses dont je n'ai pas parlé qui sont là-dessus. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir chaleureusement David Dumont de Participe. Merci. Bonsoir à tous. David Dumont, donc je suis cofondateur de Participe. Petit sondage avant de commencer, combien parmi vous ont déjà entendu parler de Landing Club, Landix, Uniland? Voilà, bon, beaucoup de monde. C'est pas surprenant dans une audience FinTech ce soir. Ce que nous faisons à Participe, c'est que nous fournissons la technologie pour construire ces plateformes. Et quel est le dénominateur commun entre ces plateformes? Ce sont des sites internet, ce sont des fintech et ce sont des marketplaces dédiés à l'investissement. Donc ce sont des places de marché dédiées à l'investissement. On a vu beaucoup de places de marché dédiées à l'investissement qui sont sorties pendant ces 3-4 dernières années. Et ces places de marché, elles permettent plusieurs choses. Elles permettent d'allouer plus facilement, de manière plus efficiente du capital, en donnant le même degré d'information à tous les intervenants, à tous les investisseurs sur ces plateformes, avec des process qui sont standardisés, avec plus de transparence. Elles permettent aussi de réduire les coûts d'investissement sur ces plateformes. Et puis, c'est peut-être un volet qui a été encore peu développé, c'est de donner plus de liquidité à travers des marchés secondaires, par exemple sur ces plateformes-là. Donc aujourd'hui, notre technologie elle est utilisée par une quarantaine de clients. On a, dans un premier temps, commencé à travailler avec des fintech, avec des sociétés de crowdfunding, crowdfunding en equity, crowdfunding en prêt. Et je vais passer à la slide suivante. Donc, parmi nos clients, on a des fintech, on commence à travailler avec des sociétés de gestion et on commence à travailler avec des banques. Travailler avec des fintech qui sont des plus petits acteurs, ça nous a permis de beaucoup se roder sur les plateformes qui peuvent être relativement complexes. Il faut une expérience utilisateur qui soit la plus efficiente possible. Et ce qu'on va apporter aux fintech, qui sont souvent des équipes relativement réduites, avec des moyens relativement réduits, c'est de permettre de lancer des plateformes d'investissement très rapidement, d'arriver très rapidement sur le marché et avec des moyens relativement limités, puisqu'en quelque sorte, en travaillant avec nous, ils vont externaliser leur équipe IT et une fintech qui veut lancer une plateforme de P2P lending par exemple, aura besoin de 0 développeur ou éventuellement de 1 développeur. Donc nous, on va se charger de toute la partie IT et l'essentiel pour elle, ça va être de mettre le maximum, de mettre toutes leurs ressources sur la partie communication et sur la partie marketing pour l'enjeu de l'acquisition client. Et l'enjeu de l'acquisition client, il est très important pour les fintech. Quand on travaille avec des acteurs qui sont plus importants, l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Quand on va voir des banques et quand on va voir la DSI des banques, généralement, quand ils ont des projets en interne, s'ils veulent le développer en interne, ça va durer 2-3 ans, ça va coûter au minimum quelques centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros. Et donc, en travaillant avec une start-up comme la nôtre, les banques peuvent travailler beaucoup plus rapidement et avec des projets dont les coûts sont très réduits.
Les sociétés de gestion, alors si vous en connaissez quelques-unes, elles sont très peu visibles sur le digital, elles utilisent très peu d'outils digitaux. Donc nous, on vient vraiment pour leur proposer des outils, et je vais expliciter un petit peu davantage ce qu'on leur propose. Alors, c'est la slide technique dans ma présentation, mais ça ira pas plus loin. Ce qu'on propose, c'est une technologie, une API, qui est utilisée par les développeurs et qui comporte 150 blocs à peu près. Donc dans le jargon développeur, ce sont des endpoints. Et dans ces endpoints, ce qu'on peut faire, c'est construire une marketplace dédiée à l'investissement. On a des endpoints qui vont être utilisés pour l'acquisition des clients, on a des endpoints qui vont être utilisés pour toute la qualification du profil investisseur et la partie KYC. On a des endpoints qui vont être utilisés pour fabriquer des offres de financement, c'est-à-dire une plateforme de financement participatif ou une marketplace privée de financement. Lorsqu'on veut créer une offre en equity, on va devoir déterminer une valorisation d'entreprise, on va devoir déterminer le prix d'une part, le nombre de parts émises, etc. Donc on construit une offre de financement. Pour les loans ou pour les titres obligataires, c'est le même principe. Vous allez définir un certain nombre de paramètres sur ces loans ou sur ces bonds, et de cela va découler un échéancier. Donc sur une plateforme de P2P lending, par exemple, vous allez construire un échéancier, et une fois que vous avez construit cet échéancier pour l'entité qui va emprunter, donc un particulier ou une PME, en face, il va y avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers d'investisseurs qui vont investir dans cette entreprise sur l'échéancier qui a été déterminé, et chacun aura une quote-part de cet échéancier. Donc on va gérer toute la logistique pour permettre de rembourser. Donc une entreprise, elle va rembourser, elle ne va pas rembourser un par un les 2000 investisseurs qui ont investi, qui lui ont prêté d'argent, c'est juste impossible. Du coup, on a mis en place toute une logistique pour leur permettre de gérer ça en un virement mensuel, et ensuite on redispatche tout ça chez les 500, les 2000 investisseurs. Également, donc une data room pour gérer les documents, des outils de suivi de diverses métriques qui peuvent être du chiffre d'affaires, qui peuvent être des prix de part, etc. Le petit mot technique, c'est une API REST avec des flux de données qui sont en JSON. Je n'irai pas plus loin dans la technique. Si vous voulez discuter technique, je peux vous mettre directement en relation avec notre CTO qui sera très content d'en discuter. Alors, la technologie participe, elle est centralisatrice de services. Ça veut dire que quand vous mettez en place une marketplace dédiée à l'investissement, généralement, vous fonctionnez avec des services tiers. Donc généralement, plutôt pas mal, vous fonctionnez avec un système de paiement. Donc ce qu'on propose dans la technologie participe, c'est qu'on a intégré directement des systèmes de paiement, qui peuvent être Lemonway, MangoPay ou iPay. Et quand vous installez une plateforme dédiée aux investissements, vous n'avez pas à aller regarder toute la documentation de Lemonway pour brancher leur API, c'est déjà fait au sein de notre propre API. Vous avez juste à nous dire, ok, je veux utiliser Lemonway, et c'est parti, on utilise Lemonway. Donc on a une série de services tiers donc sur les paiements MangoPay, iPay, Lemonway. Quand vous êtes sur une plateforme d'investissement, je ne sais pas si, est-ce que certains d'entre vous ce soir ont déjà investi sur une plateforme d'equity crowdfunding par exemple? Pas beaucoup. Vous avez la possibilité de signer des documents en ligne qui peuvent être des bulletins de souscription, donc vous avez zéro papier. Et donc pour faire ça, on se branche à des systèmes de signature électronique, parce que nous-mêmes n'avons pas redéveloppé chacun de tous ces modules-là. Et on fournit des documents variabilisés pour chaque investisseur. Donc, le travail de gestion pour l'administrateur de la plateforme, c'est quasiment zéro. Et donc là, chaque investisseur va signer son propre bulletin de souscription ou tout autre document contractuel. On a également des branchements au système de scoring. Donc système de scoring, qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis une PME et que je vais sur une plateforme de financement et je veux avoir une réponse instantanée, eh bien je vais mettre mon numéro de ciré et de là on va me dire oui ou non. Et si on me dit oui, on va éventuellement me proposer un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, il va dépendre d'un scoring qui est fait par une entreprise comme CreditSafe ou Altares ou d'autres entreprises. Et de là on découle donc un taux d'intérêt en fonction de l'emprunt que je veux réaliser. Ensuite, on a des modules d'assurance. Donc si vous faites un emprunt immobilier, vous allez souscrire à une assurance en même temps. Sur les plateformes de financement, c'est pareil. Si vous êtes une PME et que vous souhaitez faire un emprunt sur une plateforme de prêt, vous pouvez éventuellement souscrire à une assurance invalidité, décès, etc. Donc on a un module qui permet de faire ça. Et puis après, on a des modules un peu plus front. Donc pour analyser le comportement des utilisateurs sur les plateformes, on va se brancher à des outils comme Hotjar, Mixpanel ou le simple Google Analytics.
Et on a des outils également de relations clients pour pouvoir discuter directement avec les visiteurs de la plateforme, comme Zopim ou d'autres. Donc voilà, ces services tiers, ils permettent d'implémenter vraiment très rapidement une plateforme avec des outils qui sont déjà branchés à l'API Participe. Et donc, si je vous fais la même slide l'année prochaine, il y aura d'autres services tiers qui seront branchés. Quelques exemples pour bien comprendre. Donc, quand on installe une plateforme de prêt entre particuliers ou particuliers-entreprises, d'un côté, il faut gérer les investisseurs, de l'autre côté, il faut gérer les investisseurs-prêteurs, de l'autre côté, il faut gérer les emprunteurs. Donc ce qu'on fournit à ceux qui exploitent ces plateformes, ceux qui gèrent ces plateformes, c'est un back-office complet pour pouvoir gérer tous leurs membres et pour que le coût marginal de chaque membre, de gestion de chaque membre, soit epsilon ou soit nul. Donc gérer 500 membres ou gérer 2000 ou 5000 membres investisseurs-prêteurs, ça va être la même chose. Donc on leur fournit un back-office complet pour que la gestion d'un grand nombre de prêteurs soit relativement facile. Et donc sur ces plateformes-là, on va retrouver des systèmes de scoring pour les emprunteurs, des porte-monnaies électroniques, donc je dois aller sur la plateforme, je dois faire ce qu'on appelle un processus de KYC, c'est-à-dire que je vais envoyer ma pièce d'identité, mon justificatif de domicile, c'est envoyé au système de paiement. Le système de paiement me fait un retour, ok, on accepte ou pas. Dans ce cas-là, je peux ouvrir un porte-monnaie, j'alimente mon porte-monnaie, je peux mettre 10-20 000 euros dessus, et ensuite j'investis dans les projets. Donc nous, on a créé toute l'interface pour que ça soit transparent pour le client, qu'il n'ait pas à aller sur le système de porte-monnaie électronique, de iPay, les Monway ou MangoPay, tout se passe sur la plateforme en question du client. Et puis on peut gérer aussi la fiscalité, donc malheureusement en France, on est fortement taxé sur les intérêts, 39,5, c'est beaucoup. Et donc ce qu'on fait, c'est que quand on reverse les intérêts aux prêteurs sur ces plateformes, la partie taxe, on la renvoie chez l'administrateur qui ensuite va gérer ça avec l'administration fiscale. Pour les sociétés de gestion, donc les sociétés de gestion, elles fabriquent des produits dans lesquels des investisseurs investissent et ils touchent des rendements, des dividendes sur ces produits, des SCPI, des SCPI, etc. Donc la plateforme qu'on met en place, elle va servir pour les investisseurs, pour avoir un accès, pour avoir de la documentation sur les différents produits, pour connaître l'évolution des prix de parts, etc. On donne également un accès pour les partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Donc le conseiller en gestion de patrimoine va pouvoir inscrire ses clients investisseurs, va pouvoir leur proposer sur la plateforme différents produits. Et puis éventuellement l'investisseur va décider de souscrire, et une fois qu'il aura souscrit, il pourra suivre l'évolution de prix de parts, il pourra suivre le reporting que la société de gestion va mettre sur la plateforme, etc. Aujourd'hui, les sociétés de gestion, elles ont très peu d'outils digitaux, et le plus souvent, c'est une équipe de sales qui appelle tous les investisseurs, et ok, vous achetez 30 000, très bien, on vous envoie presque le fax, et puis un chèque, et voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de digitaliser beaucoup plus ces process. Il y a beaucoup de plateformes également sur le financement de projets immobiliers en promotion ou en co-achat. Donc souvent ce sont des plateformes qui ont besoin d'un agrément délivré par l'autorité des marchés financiers. Donc vous avez peut-être entendu parler de conseiller en investissement participatif. Donc notre rôle ici, ça va être de construire une plateforme qui va respecter toutes les contraintes que demande l'AMF. Et donc on va mettre en place cette plateforme, et notre client, quand il va venir nous voir, il aura déjà une plateforme qui va être prête en emploi et qui respecte la compliance de l'AMF. Alors, les plateformes d'invoice factoring, je voulais en parler parce qu'on a eu beaucoup de demandes récemment, on n'en a pas encore mis en place, et je voulais juste expliquer le principe, et c'est à peu près le même que les autres plateformes. D'un côté, vous avez des PME qui recherchent des financements très court terme, elles ont des clients qui ne leur ont pas réglé la facture, et elles vont sur ce type de plateforme. Vous en avez une très célèbre au Royaume-Uni qui s'appelle Market Invoice. Les PME vont sur ce type de plateforme et elles demandent un financement très court terme, entre 1 et 3 mois. Et en face, vous avez des investisseurs qui investissent donc dans ces financements et qui ont des rendements d'environ 1% par mois. Donc c'est relativement pas mal. Et le principe est toujours le même. Donc des PME qui demandent des financements d'un côté, des investisseurs qui investissent de l'autre, et nous, on fournit la technologie au milieu. Et voilà, d'ici quelques semaines ou mois, c'est pas improbable qu'on en fournisse une pour la Suisse et le Mexique pour les clients dans ces deux pays-là. Un petit mot sur d'autres types de plateformes. On peut mettre en place des plateformes de placement privé. Le placement privé, c'est faire un investissement un petit peu entre soi. Et donc on fournit ce type de plateforme.
On fournit aussi des plateformes donc pour des banques, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qu'on constate avec les banques, c'est qu'on voit deux types de besoins. On a les banques dans les économies plutôt émergentes. Et là, l'idée, ça va être de pouvoir capter des clients pour augmenter le taux de bancarisation. Donc dans les pays émergents, souvent, on a des taux de bancarisation qui sont très faibles. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir des interfaces multi-channels, donc web, mobile, de pouvoir capter les gens dessus, leur dire « Ok, vous voulez un emprunt, très bien, cliquez là-dessus, etc. » Ensuite, les banques prennent un rendez-vous avec ces gens, elles font l'offre de prêt et en même temps, elles leur créent un compte. Donc c'est un petit peu à double effet. Sur les économies plus matures, quand les banques viennent nous voir, c'est pour des marketplaces plus complexes. Récemment, il y a une banque allemande qui est venue nous voir, qui nous demandait une marketplace privée de financement entre des organismes publics et des investisseurs institutionnels, avec des systèmes d'enchères, avec des systèmes d'interrogation, d'outils de scoring qui étaient multiples, avec des systèmes d'audit de qui a fait quoi sur la plateforme assez poussés, étant donné qu'il y a des enjeux de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros sur ces plateformes. Donc c'est bien de savoir aussi qui fait quoi sur ces plateformes. Et puis, il y a également le fait de se connecter au core banking, donc au back-office bancaire. Ça nous est souvent demandé afin de pouvoir faire matcher les données bancaires versus ce qui est affiché sur la plateforme. Un petit mot sur les enchères et le marché secondaire. C'est des choses qu'on n'a pas encore développées chez nous et qu'on va très certainement développer en 2017. Très certainement le plus important, c'est le marché secondaire. Aujourd'hui, il y a peu de plateformes qui proposent un marché secondaire et c'est un vrai enjeu pour améliorer la liquidité sur des investissements, sur des startups ou sur des petites entreprises et également pour améliorer la liquidité sur des fonds comme des SCPI par exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà investi dans ce type de fonds et vous allez payer 200 € votre part et dans le prix des 200 € vous allez avoir 30 € de frais d'entrée. Donc le fait d'améliorer la liquidité, ça permet aussi de faire diminuer un petit peu ces frais d'entrée et de sortie, parce que vous avez aussi des frais à la sortie. Pour comprendre en 2 secondes comment on met en place une plateforme, donc aujourd'hui on a notre technologie API qui est un moteur de fonctionnalité, et sur ce moteur de fonctionnalité, on a construit un catalogue de plateformes prêtes à l'emploi. C'est-à-dire que si vous venez me voir et que vous me dites « Ok, je veux lancer une plateforme de financement pour des projets immobiliers en equity, ok, très bien, on a cette plateforme en catalogue, on vous la met en place, c'est prêt en 15 jours, on travaille le design de votre plateforme. La contrepartie de ça, c'est que l'expérience utilisateur, elle est prédéfinie, donc on ne va pas pouvoir la changer, parce qu'on ne travaille pas en mode cahier des charges. Et si vous voulez travailler en mode cahier des charges parce que vous avez un besoin d'une plateforme vraiment très très spécifique, dans ce cas-là on dit très bien, on va travailler toujours sur la base de l'API parce que ça nous évite de redévelopper toutes les fonctionnalités cœur et complexes, ça nous évite de redévelopper aussi toutes les connexions aux services tiers de paiement et autres. Et donc on va éventuellement nous travailler, ou alors l'équipe de développeurs de l'entreprise va travailler directement, ou bien une entreprise tierce, pour créer les vues et l'interface utilisateur sur cette plateforme. Voilà, donc si vous avez des questions, il y a un stand qui est juste là et on peut discuter tout à l'heure. Sinon, si vous avez des questions maintenant, je peux y répondre aussi. Merci. On va déjà vous applaudir. Merci. Rapidement, 1 ou 2 questions. Bonsoir. Combien de développeurs pendant combien de temps pour réaliser ça? Alors, on est aujourd'hui 14 dans l'équipe, 9 développeurs. On existe depuis 2013, on a réellement commencé à travailler sur l'application en 2014. On a commencé à travailler sur l'API un petit peu plus tard, on va dire mi-2015. Donc voilà, ça répond peut-être à vos questions. L'enjeu, c'est pas seulement de construire une marketplace, mais c'est de construire un système qui permet de proposer une marketplace facilement. Une autre question? Et du point de vue d'une startup fintech, ouais. Être dans une position où on outsource complètement l'équipe technique, ouais. Et où en plus on ne peut pas travailler sur l'expérience utilisateur, pour une startup fintech, ça semble un contresens. Alors, ça peut sembler un contresens, mais encore une fois, c'est une question de moyens. Si vous commencez et que vous êtes 2 cofondateurs et qu'un est un peu technique, il va pouvoir travailler sur l'API, vous allez pouvoir construire votre plateforme beaucoup plus rapidement que si votre cofondateur avait travaillé tout seul dessus. Et si vous n'avez aucun développeur dans l'équipe, la question elle se pose même pas.
Alors, ceci dit, pour une fintech, c'est quand même important de détenir une partie d'immobilisation propriété intellectuelle de code, fintech, donc c'est bien de détenir le tech aussi. Mais nous, on propose une certaine évolutivité là-dedans, c'est-à-dire que nos clients, ils peuvent démarrer avec notre solution, ils sont propriétaires des données, et quand la plateforme évolue, et que leurs moyens évoluent, et qu'ils peuvent eux-mêmes avoir leur propre équipe de développement, ou commencer petit à petit, en fait, on peut faire des migrations sur des systèmes où on va avoir l'API et leur propre front qu'ils auront eux-mêmes développé, pourquoi pas après basculer vers un système qui sera 100% chez eux. Ok, merci. On t'applaudit encore une fois. On va maintenant accueillir Patrick Gibbons de Eliscar. On l'applaudit aussi chaleureusement. Bonsoir. Eh bien, moi, je vais vous parler de Big Data, d'intelligence artificielle et de sécurité routière. Notre startup s'appelle The Data Driven Company, on le connaît sous le nom d'Eliscar parce que c'est notre produit phare. Initialement, on est une émanation de l'école des mines et depuis on a élargi notre partenariat académique avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin et une unité de mathématiques appliquée à Saclay, à l'Unitécnique, avec laquelle nous avons développé une matrice mathématique géographique dont on va vous parler tout à l'heure. Alors, notre idée, c'est de se dire que toutes les technos qu'on utilise dans la fintech, dans les insurtech, ont beaucoup d'impact, sociétaux, financiers, etc. Mais le nôtre touche la vie des gens, parce que aujourd'hui, je connais pas complètement la présentation, aujourd'hui la sécurité routière plafonne en France, même les chiffres ont tendance un petit peu à s'aggraver, mais la sensibilité de la population... Ah pardon, on n'entend pas bien, je ne sais pas si c'est le micro, on va peut-être la prochaine. La sensibilité de la population à la mortalité routière se baisse de plus en plus. On ne tolère plus qu'il y ait autant de jeunes qui perdent leur vie sur les routes chaque week-end. L'accident de Puisseguin a été un événement, un électrochoc l'année dernière. Et se dire qu'il y a des personnes qui peuvent mourir intoxiquées ou brûlées vives dans un autocar, c'est quelque chose qui est plus acceptable. Il y a quelques mois, on était au CES à Las Vegas et il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit voilà, je travaille à l'EMS, je suis le responsable de la sécurité routière, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais que vous échangez avec vous, donc on a posé plein de questions. Puis à la fin, il m'a dit je voudrais savoir, d'après vous, la mortalité routière dans le monde, ça représente quoi? Cette histoire-là, je la raconte, je crois qu'il ne se passe pas une semaine sans que je la raconte, tellement elle m'a marqué. Alors je me dis, la sécurité routière, je sais, c'est 1 250 000 morts chaque année sur les routes. Il m'a dit, moi je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est colossal, c'est énorme, 1 250 000 personnes. Il m'a dit, si vous deviez expliquer ça à votre concierge, comment vous lui diriez? Comment vous expliqueriez 1 250 000? Alors je lui ai dit, je sais pas, il m'a dit, écoutez, il y a un chiffre à lui dire, c'est 2. Il y a 2 747 qui se crachent tous les jours. L'ennui, c'est que l'avion, l'Air France de Rio, qui s'est perdu en mer, on en a parlé pendant des mois. Le Malaisien, on en a parlé aussi longtemps. L'Égyptaire, pareil, on en a beaucoup parlé. Mais le 745 qui s'est craché ce matin, aucun journal n'en a parlé. Et celui qui va se cracher cet après-midi, personne ne va en parler non plus. Et c'est vrai que là, je veux dire, ouais, c'est quand même très impressionnant. La petite cerise dans le gâteau, c'est que j'ai refait les calculs après, et il s'est un peu trompé. C'est pas 2 747, c'est 8 747 qui s'écrasent tous les jours. C'est colossal. Donc, ce dont on parle là, c'est pas juste un élément d'utilisation des technos actuels pour améliorer un peu la vie des gens. On est en train de parler de choses très importantes. Alors, pourquoi la sécurité routière s'est améliorée? D'abord parce que les infrastructures routières sont beaucoup plus sûres qu'il y a une trentaine d'années. Les véhicules en termes de sécurité passive et active aussi ont fait des progrès colossaux. Mais aujourd'hui, les chiffres sont là. On a eu les chiffres américains il y a quelques mois. Sur l'année 2015, 98% des accidents corporels sont liés à des erreurs humaines. Donc c'est évidemment sur ce levier qu'il faut agir, mais comme vous l'imaginez, c'est difficile. Alors, la question qu'on nous pose beaucoup, pour faire du big data, il faut de la data. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la chercher. Il y a plusieurs sources de données. Il y a des données qui sont directement liées à l'automobile, au véhicule. Ça peut être un autocar, un camion, un utilitaire. Et ça, on sait faire. Il y a des boîtiers, il y a des solutions pour aller les chercher. Ensuite,
les offres actuelles permettent de positionner les seuils et de dire vous avez roulé un mois et vous avez dépassé autant de fois tel et tel seuil. Autrement dit, on va vous dire combien d'accélérations brutales, de freinages brutaux vous avez fait au cours de ce mois. C'est intéressant, mais à notre sens, c'est pas suffisant parce que c'est pas du tout prédictif de la dangerosité. Il y a des gens qui ont des comportements extrêmement dangereux sur la route. L'exemple d'un papy qui fait du 45 km/h sur l'autoroute, il ne fera jamais un freinage brutal ou une accélération brutale, et pourtant, il est hyper dangereux. Donc, on peut aller au-delà de ce compte d'apothicaire, cette accumulation de données, et puis essayer d'avoir des données enrichies. Ça veut dire qu'on va commencer à contextualiser les choses. On va se poser la question de savoir si ce freinage a eu lieu sur une route mouillée ou sur une route sèche, à quelle heure de la journée ça s'est passé, y avait-il d'autres véhicules, sur quel type de voie il est survenu, entre quelle vitesse et quelle vitesse il a eu lieu, parce que c'est pas simplement le nombre de jets qu'il faut mesurer, mais c'est aussi les conditions. Donc on va pouvoir aller plus loin, et ça c'est une étape que peu de sociétés savent faire. Et puis la dernière étape, c'est de développer des algorithmes, et c'est ce à quoi on s'attache avec nos équipes, pour pouvoir avoir une évaluation extrêmement fine et pertinente du comportement des automobilistes, et surtout avoir des analyses prédictives. Alors la suivante. Voilà, donc on fait des analyses, et notre idée, c'est pas de donner l'analyse de la conduite, c'est de donner les analyses. Alors on a 14 composantes de conduite qu'on va analyser, ce qui nous permet d'avoir un discours qui est audible, notamment par les professionnels de la route. On ne peut pas leur dire vous conduisez mal. En revanche, on peut leur dire voilà, sur les 14 composantes, il y en a 2 où vous vous mettez véritablement en danger régulièrement. Et donc, on leur explique. S'ils ne sont pas d'accord, alors on leur montre les trajets. On leur dit voilà, je sais pas, entre la sortie de l'usine et le premier rond-point où vous passez tous les jours, on va vous montrer 10-15 voyages et vous faites toujours la même erreur sur le rond-point. Et donc là, les gens sont plus ouverts, et puis il n'y a pas un côté jugemental négatif. D'abord, c'est confidentiel, donc on ne donne qu'à lui l'information. Et puis, l'idée, c'est de l'aider à s'améliorer. Et il y a un phénomène extraordinaire qui s'appelle l'auto-émulation. Il y a beaucoup de gens, quand on leur montre leurs erreurs de conduite et qu'on ne va pas leur mettre une prune, ni leur retirer les points sur leur permis, qui sont plus ouverts, et ils s'améliorent beaucoup. Alors, ça c'est un des assureurs avec lequel on travaille. Une fois qu'il a commencé à faire tourner une solution, il m'a dit, vous savez, j'ai l'impression qu'en bossant avec vous, je suis passé d'une image pixelisée à une image HD. La vision que j'ai du comportement de mes assurés, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Auparavant, j'avais des amas d'assurés, mais là, c'est tellement fin que j'ai l'impression que c'est de la HD. C'est pour ça qu'on faisait ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la data dans l'assurance? Il y a beaucoup d'applicatifs, beaucoup de domaines dans lesquels la data peut être utilisée. Alors, évidemment, dans le pricing, c'est la première chose qui vient à la tête des actuaires et des assureurs. Aussi établir une plus grande relation avec le client. Le fait de dire simplement payez-moi une prime tous les ans, je viendrai vous réparer si vous avez un dommage, c'est souvent pas suffisant. Et c'est vrai que le fait d'avoir un lien sur un smartphone, par exemple, quotidien, voire pluri-quotidien avec les assurés, ça permet de pouvoir établir de la communication beaucoup plus proche, de mieux les connaître, de savoir ce qu'ils font de leur véhicule, comment ils se comportent, et il y a beaucoup d'impact, notamment au niveau du marketing assurantiel. Évidemment, l'assistance, quand on est en panne, on est content qu'on vienne nous dépanner, mais j'ai un de mes amis l'autre jour, il me disait, moi l'assistance, c'est le seul service que je paye, et je vous prie de mon Dieu pour ne jamais l'utiliser. C'est un peu ça, en fait, quand on est en panne et qu'on vient nous dépanner, c'est une bonne nouvelle qu'on vienne nous dépanner, mais on aurait préféré ne pas tomber en panne. Et pour l'assureur, si on avait pu éviter le déplacement d'une dépanneuse, ça aurait été une sacrée économie. Donc le fait de pouvoir anticiper sur l'entretien des véhicules et proposer de la maintenance préventive, c'est aussi un impact intéressant sur l'assurance. Les assurés eux-mêmes aussi en tirent un bénéfice. Évidemment, le premier, c'est la sécurité, mais les flottes automobiles qui sont aussi très sensibles aux coûts vont nous demander d'améliorer leurs coûts en réduisant le nombre de sinistres, mais aussi en les aidant à moins consommer, à moins user les plaquettes de frein, les pneumatiques, parce qu'eux, ils quantifient ça de façon très précise et savent que c'est un coût important. D'un point de vue de la collectivité, toute la société, on a intérêt, parce qu'on va améliorer la sécurité routière, parce qu'il y a un certain nombre de capteurs sur les véhicules qui nous permettent de détecter des anomalies sur le revêtement et donc de prévenir les structures qui sont responsables de la réparation. Ça permet à des motards justement de ne pas avoir d'accident à cause
des anomalies. Alors, maintenant, la collecte de la donnée, c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Alors, nous, on est très agnostique vis-à-vis de tout ça, puisque, encore une fois, notre activité, c'est l'analyse de la donnée. Nous, ce qu'on cherche, c'est de valoriser au maximum, en fonction de la personne qu'on a en face de nous, qui peut être assureur, mais aussi gestionnaire de parc, ou même particulier, valoriser ces données. Et donc, on va utiliser les boîtiers CAN, donc c'est des boîtiers qui sont branchés sur l'ordinateur du véhicule, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, des boîtiers OBD, c'est la prise sur laquelle on branche la valise diagnostique, des smartphones aujourd'hui, et puis de plus en plus, ce que nous demandent les constructeurs et les équipementiers, c'est d'utiliser l'électronique native, c'est l'électronique qui est mise directement lors de la construction du véhicule pour remonter les données, donc pour connecter les véhicules. Alors, les boîtiers du style OBD, on n'est pas très pour, parce que les données ne sont pas très précises, les fréquences ne sont pas élevées, en plus ça coûte relativement cher et ça impose d'acheter, de prendre un abonnement data auprès de Bouygues, d'Orange ou d'un fournisseur de cartes SIM. Et puis, il y a une question qu'on aime se poser, c'est de se dire finalement qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que c'est de regarder, en termes de risque, c'est de regarder le véhicule ou de regarder l'usage qu'il y en est fait, regarder le comportement de la personne qui se trouve derrière le volant? Et on a plutôt tendance à répondre la deuxième. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on se différencie des autres sociétés qui existent et qui font aussi de la récolte de données automobiles? D'abord, c'est qu'on est des fendus, des malades de la contextualisation. Donc on essaie d'aller le plus finement possible, d'aller chercher le maximum de sources en open data ou ailleurs, essayer de chercher beaucoup d'informations le plus précisément possible pour pouvoir qualifier précisément les événements de conduite. On utilise des analyses big data non supervisées, mais je pense que c'est plus les techniciens qui en parleront, de l'intelligence artificielle. Donc, je vous parlais tout à l'heure de cette matrice géographique qu'on a mis au point avec Polytechnique. En fait, on a recouvert l'ensemble du réseau routier et autoroutier européen de toutes petites cellules, et on va finalement analyser extrêmement finement tout ce qui se passe dans cette case, sans savoir la signalisation, ou sur quel type de voie on est, etc. Et grâce à ça, d'abord, on n'a plus les contraintes de la CNIL, puisqu'on n'espionne personne, on regarde la route. Et à partir de là, on arrive à avoir des informations extrêmement intéressantes qui nous permettent de détecter les comportements déviants de certains automobilistes qui sont dangereux, et comportements déviants qui ne sont pas nécessairement répréhensibles selon le code de la route. Et c'est vraiment très très riche de travailler avec ça. On intègre aussi ce qu'on appelle les NCE, c'est les Near Crash Events. C'est des situations sur la route où il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de sinistre, il n'y a pas eu de déclaration, finalement il ne se passe rien, mais on n'était pas loin d'un accident. Et ça, on a un certain nombre de critères. Donc il y a des gens qui sont spécialistes de l'accidentologie, notamment en Scandinavie, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et on a repris leurs travaux, on les a un petit peu améliorés et on les a adaptés au réseau routier français, et c'est très très pertinent en termes d'analyse. Au total, on a des analyses qui sont dites bien plus performantes que les autres, elles sont à coût réduit, et donc ça permet d'atteindre une massification et de proposer ça à beaucoup de gens, alors qu'auparavant, les coûts des boîtiers notamment étaient une barrière, sans parler de leur caractère un petit peu intrusif. Quand un patron dit à un livreur, je vais mettre un petit boîtier pour savoir ce que tu fais avec le véhicule, en général c'est mal vécu. Là, une application, on la télécharge, on l'oublie, et c'est beaucoup moins cher en plus. Notre objectif est donc de faire une analyse, mais surtout d'arriver avec des recommandations, parce que c'est pas tout de faire un constat, il faut arriver avec des recommandations. On travaille avec des sociétés qui créent pour nous des animations 3D, spécifiquement sur un nombre, pour le moment, une cinquantaine de situations, des situations spécifiques d'erreurs de conduite qu'on voit souvent, et qui sont très efficaces. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, je sais qu'on a un petit problème d'affichage avec la presse, donc on va vous montrer autre chose. Donc après chaque trajet, vous avez une appréciation de votre trajet sur votre smartphone, et chaque semaine et chaque mois, vous avez une analyse beaucoup plus approfondie de votre conduite, accompagnée de différentes notes, comme je vous ai dit, il y en a de nombreuses, et surtout des recommandations spécifiques pour en fonction des conditions réelles de conduite dans lesquelles vous utilisez votre véhicule. Donc l'application elle a beaucoup d'éléments intéressants, et donc comme je vous l'ai dit, on la télécharge, elle démarre et elle s'arrête à chaque trajet toute seule, donc il n'est pas nécessaire d'intervenir sur le téléphone. Au bout de 90 jours de conduite, on a développé une solution de reconnaissance automatique du conducteur, c'est-à-dire qu'on reconnaît vos types de conduite, et on sait très vite si vous êtes dans un taxi, même si vous êtes parti de votre domicile à l'heure habituelle à laquelle vous partez, mais là on voit que ce n'est pas vous qui conduisez, ou si c'est votre conjoint qui conduit le véhicule, on va tout de suite repérer les choses et on va pas prendre en compte le trajet.
Il y a un certain nombre de choses qu'on a développées et même quelques brevets qu'on a développés sur cette application. Et puis, en back-office, que ce soit pour un gestionnaire de parc qui ait 50 ou 10 000 véhicules, ou un assureur, on a des informations amalgamées de l'ensemble des assurés ou des salariés pour pouvoir suivre les risques qui sont pris et surtout mesurer l'impact des formations lorsqu'il y en a. Il y a un certain nombre de présentations temporelles diverses par jour, par semaine, avec des focus sur chacune des composantes de conduite analysées. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a après. Oui, alors voilà, donc par exemple les animations 3D, ça se présente comme ça, mais j'ai essayé tout à l'heure, ça ne tourne pas. Et ça permet d'avoir un accès sur le smartphone même, et on a remarqué que les gens regardent les animations le week-end, parfois plusieurs fois. On ne regarde pas qui, mais on voit le nombre de visualisations, et ces animations, presque, on se demande si les gens ne les montrent pas à leurs potes le week-end en disant, regarde, en tout cas moi personnellement, j'ai appris des choses qu'on n'avait pas apprises lors de mon permis de conduire. Il y avait des erreurs que je faisais et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de pouvoir de conviction. Alors en quelques mots, donc, The Data Driven Company a été fondée donc, par Jonathan, qui est data scientist, qui a été formé à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre et puis à l'école des mines. Moi-même, je suis médecin, je suis spécialisé dans les accidents de la route, donc j'ai une connaissance très très concrète des accidents et surtout des suites, des séquelles d'accidents. Je suis expert auprès des tribunaux dans l'évaluation d'une image corporelle, donc mon travail c'est d'instruire les magistrats sur les liens de causalité entre les doléances des victimes et les circonstances de survenue des accidents. Donc les outils qu'on utilise, c'est outre les éléments techno de big data, d'intelligence artificielle et notre matrice mathématique dont je vous ai parlé, c'est aussi des connaissances terrain. Donc, modestement, j'en ai quelques-unes, mais on travaille avec quelqu'un qui a passé beaucoup de temps au ministère de l'Intérieur, qui a travaillé de nombreuses années, un autre qui était à l'INSER, l'Institut national de la sécurité routière, ce qui nous permet de juger avec précision un certain nombre d'éléments, notamment concernant les deux roues, les poids lourds, etc., et de ne pas les juger de la même manière que tous les autres véhicules, grâce à leur connaissance de conduite. Donc les partenariats, je vous en ai parlé. On a eu beaucoup de récompenses, donc dès notre création, on a rejoint la liste des 100 entreprises les plus innovantes au monde en 2014. Là, il y a quelques semaines, on a gagné un challenge à Berlin qui réunissait, selon Forbes, les 100 meilleures startups automotives Israël plus Europe. Et c'est nous qui avons gagné cette compétition, donc un petit cocorico pour nos équipes, et puis bon, on a eu d'autres récompenses. On travaille avec des assureurs, évidemment, des grands courtiers, des constructeurs, des équipementiers. Alors on intervient directement ou indirectement, parfois on est en marque blanche, il y a des gens qui fabriquent de l'électronique automobile, des boîtiers, qui savent juste récupérer la donnée et qui nous demandent de faire le travail entre guillemets d'intelligence derrière, de valoriser ces données. D'autres parfois c'est en marque grise, où on est indiqué simplement Powered by Eliscar. Et puis parfois on le fait directement pour nous-mêmes. Voilà, je ne vais pas garder plus longtemps la parole. Si vous avez des questions, je serai ravi. Sinon, on a aussi un stand à côté pour y répondre. Merci beaucoup. On va prendre une petite question rapidement.